Dans la deuxième partie de ce rendez-vous, nous allons maintenant évoquer les questions de société, d'économie avec Sylvain Debailly qui a pris la place d'Ignace Bidi. Alors, mais avant de passer la parole à Sylvain, Président, je voudrais vous demander, est-ce qu'il faut aujourd'hui une réforme de la commission électorale indépendante? Oui, ma réponse est oui, pour trois raisons. La première, c'est qu'il y a une décision d'une cour africaine qui a spécialement, expressément demandé à ce qu'il y ait une réforme. Si nous voulons être un État de droit, l'État doit se conformer à toutes les décisions, y compris celles qui le condamnent. Deuxième raison, vous aurez observé que sur la place politique nationale, c'est quasiment tous les partis aujourd'hui, aussi bien ceux de l'opposition que beaucoup de partis du RHDP qui réclament aujourd'hui une réforme de la CEI. Je dirais même qu'il y a une unanimité en dehors du Rassemblement des Républicains qui, pour l'heure, en tout cas, ne semble pas favorable à cette réforme. Si tant est qu'on considère que cette institution doit être au service de tous les partis politiques, s'il y a autant de partis qui estiment qu'il y a lieu de faire une réforme, je pense qu'ils doivent être écoutés. Et puis troisièmement, nous, UPC, nous sommes pour la réforme de cette CEI parce que nous estimons que nous avons toute notre place au sein de cette institution. Donc, pour ces trois raisons, pour nous, la réforme de la CEI est indispensable et urgente. Donc, vous ne comprenez pas pourquoi le pouvoir traîne... Oui, il faut y aller vite pour apaiser, pour rassurer aussi bien les électeurs que les acteurs politiques sur la qualité des échéances électorales à venir. Alors, Sylvain Debailly, à vous. Oui, bonjour, Président. Bonjour. Oui, début juin, de fortes pluies se sont abattues sur Abidjan, provoquant des inondations à nul autre pareil. Alors, à la clé, 19 morts à Abidjan, 1 mort à l'intérieur. Paradoxe des paradoxes, des dégâts importants dans le quartier UP de la Riviera Palmeraie, là où réside l'intelligentsia ivoirienne. Il y a eu beaucoup de déclarations de politiques, dont votre parti également s'est associé à l'élan de solidarité qui a suivi. Vous particulièrement, comment vous avez vécu ces événements? Avec beaucoup de douleur. Mais avant d'avancer dans mon argumentation, je voudrais m'incliner devant la mémoire de toutes les personnes qui ont été mortellement touchées par ces inondations et souhaiter prompt rétablissement à tous les blessés dont certains sont encore en soins. Je le dis, j'ai été touché par ces événements parce que pour l'essentiel, c'est des événements qui peuvent être prévus. Et dès lors qu'ils peuvent être prévus, le rôle de tout acteur public qui a une parcelle de responsabilité, aussi bien dans la cité qu'au plan national, c'est d'anticiper. Quelles sont les mesures que nous avons prises pour anticiper? 1. Pour que ces genres d'événements n'arrivent pas. 2. Quand ils arrivent promptement, qu'est-ce qu'on fait comme solution immédiate? Surtout que ces événements se sont déjà produits par le passé. Exactement. Donc il m'a semblé que, comme d'habitude, nous avons été pris de court, comme si nous découvrions la situation pour la première fois. Et ça, je le déplore. Ok, et les réponses ponctuelles du gouvernement, c'est d'apporter 2 milliards d'aide d'urgence. Cela ne vous agrée pas? Je n'ai pas de problème avec l'aide d'urgence apportée par le gouvernement qui, me semble-t-il, est nécessaire. Mais je dis, le gouvernement aurait dû prendre des mesures pour anticiper. J'ai vu qu'il y a des opérations de démolition de certains habitats. Oui. Parfois même, c'est des habitats de qualité qui font l'objet de démolition. Je regrette qu'à ce jour, j'ai entendu dire qu'il y aurait des poursuites judiciaires contre certaines personnes, mais je regrette qu'il n'y ait pas encore eu de sanctions administratives. Parce que ces personnes dont les biens sont aujourd'hui détruits, elles ont parfois bénéficié d'autorisations, de permis,
de l'aide d'attribution, d'arrêtés de concession définitive, de certificats de propriété qui leur donnent droit d'exister ou de s'implanter sur des parcelles. S'il y a des sanctions à prendre, indépendamment des questions, je dirais, judiciaires, il y a aussi une réponse administrative qu'il faut donner, mais immédiatement. Ok, mais à ce sujet-là, est-ce que vous comprenez le chef de l'État quand il parle d'incivisme de ses concitoyens? Je le comprends. Mais je dis, il y a... Non, je comprends que, bon, des personnes peut-être n'aient pas respecté les normes auxquelles ils sont assujettis. Et c'est une réalité aussi. Non, c'est une réalité, il ne faut pas l'occulter. Mais je dis, dans l'administration, lorsque vous avez un permis, il y a des personnes qui sont chargées de contrôler que les travaux que vous exécutez sont conformes au permis. Si vous n'avez pas de permis, il y a des personnes qui sont chargées de traquer tous ceux qui n'ont pas de permis. Où étaient-ils lorsque ces constructions se faisaient? Pour moi, la première réaction de l'État, du gouvernement et de l'administration est de donner des sanctions exemplaires à tous ceux qui n'ont pas vu, tous ceux qui ont vu et qui n'ont pas agi en temps utile. À un moment donné, ces sanctions-là doivent précéder l'action judiciaire, parce que l'action judiciaire est parfois lente. Et après, on oublie et on a le sentiment qu'il y a une impunité qui règne dans le pays. C'est pas bon. Ok, mais toujours dans la réaction du chef de l'État, on a entendu dire également appeler la communauté internationale à activer, comment il appelle, la COP21, les résolutions de la COP21 sur les changements climatiques. Alors, à l'UPC, comment vous analysez finalement tout ces intempéries? Je vous dis, je n'ai pas de problème avec l'activation des mécanismes internationaux qui sont prévus pour ça. Mais je dis, aujourd'hui, les météorologues ont la capacité de prévoir la quantité de pluie qu'il va avoir sur Abidjan en 2020. Oui. Il faut surtout faire de la Quand prévention. on a ça, c'est maintenant qu'il faut travailler sur le fait qu'en 2020, il y aura telle quantité de pluie en Côte d'Ivoire, à Abidjan, à Bouaké, à Korogo, à Man, à Guibéroa, ainsi de suite. Quand on a ces éléments, le rôle de l'acteur politique, c'est d'anticiper. Voilà où se trouve, moi, ma préoccupation, et c'est sur ça que je voudrais insister pour qu'à l'avenir, en tout cas, tous ceux qui ont une parcelle de pouvoir puissent mieux anticiper les catastrophes. Parce que personne ne peut empêcher une catastrophe d'arriver, mais c'est notre façon d'anticiper qui fera la différence en termes de victimes. Ok, très bien. Juste avant cet élan de solidarité, là, il y avait juste à côté aussi le problème de Danga. C'est dans le même Cocody, Danga qui a été déguerpi. Jusqu'à ce jour, 20 familles dorment encore à la Belle Étoile. On n'a pas beaucoup vu la solidarité des partis politiques et même de la société civile. Hein. Alors, pour nous... Alors, est-ce que toute cette aide qui est apportée maintenant serait-elle une aide intéressée? Non, même Danga, nous avons agi par nos mécanismes qui sont propres pour apporter de notre solidarité, notre compassion aux personnes qui étaient sinistrées, comme nous le faisons aujourd'hui avec les populations sinistrées au niveau de Cocody, Riviera, toutes les Rivieras, y compris la Palmeraie. Mais nous n'avons pas vocation à faire beaucoup de communication sur le malheur des populations. C'est toute la différence. Très bien. On peut parler de l'état civil en Côte d'Ivoire. Et pour vous, est-ce que la Côte d'Ivoire a un bon état civil? Non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le réformer et surtout, il faut l'informatiser. À l'UPC, sur quoi vous mettez essentiellement l'accent? À savoir? Dans cette réforme, de l'état civil. Pour nous, l'état civil doit être informatisé. Tout ce qui est aujourd'hui constitué d'archives doit être numérisé. Donc, ce que fait actuellement le ministère de l'Intérieur va dans le même sens de ce que vous souhaitiez. Oui, en attendant de savoir le coût que ça va représenter, parce que nous aussi, nous sommes très soucieux de ce que tout projet politique entraîne comme coût pour le contribuable, parce que, in fine, c'est vous et moi qui allons payer. Mais ce que nous avons toujours proposé et qui figurait déjà dans notre projet de société, c'est de dire que notre état civil doit être informatisé. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons les capacités techniques au plan national de concevoir un outil qui nous permet d'informatiser tous les centres où on enregistre des naissances, tous les centres où on enregistre des décès,
tous les centres où il y a de l'activité en rapport avec l'état civil, y compris la justice. Si on a fait ce travail, ça règle en grande partie les problèmes auxquels aujourd'hui nous sommes confrontés, notamment chaque fois qu'il y a des saisons de pluie comme celle-là, vous avez des centres de santé, des centres de sous-préfecture, des mairies qui sont inondés, toute l'archive de ces centres-là qui s'en vont. Chaque fois qu'il y a des petits problèmes, des petits soucis, tout est à refaire. Justement, vous avez dit qu'il faut réformer en informatisant, mais il faut aussi savoir d'où on vient. La Côte d'Ivoire a traversé des périodes difficiles. Il y a des archives qui ont été détruites complètement pendant la guerre. Qu'est-ce qu'on fait? Mais il y a un mécanisme pour ça, hein. Pour la reconstitution des actes d'état civil, il y a des procédures qui sont prévues pour ça, mais il faut mettre en œuvre ces procédures-là qui permettent de reconstituer les actes d'état civil. Oui, mais comment le faire concrètement? Est-ce qu'il faut associer la société civile? C'est de l'essor de l'État lui seul. Non, il y a une réglementation, il y a une loi qui est prévue pour donner les mécanismes suivant lesquels on reconstitue les actes d'état civil. Il faut simplement la mettre en œuvre. Peut-être que ça va nécessiter l'intervention d'acteurs non étatiques comme les organisations de la société civile, je n'en sais rien, mais toujours est-il qu'il y a un mécanisme qui est prévu, il faut simplement le mettre en œuvre. Alors, vous pensez que, qu'est-ce que vous pensez de ce que fait actuellement le ministère de l'Intérieur qui met en œuvre cette réforme-là pour numériser un peu ce que vous disiez. Mais est-ce que vous pensez que ça va vraiment dans le bon sens ou pas? Pour moi, c'est lourd. Pour moi, c'est lourd. C'est dans le bon sens et après... Le principe, c'est le bon sens. Après, tout dépendra de l'usage qu'on en fera. Parce que vous savez aussi que tout ce qui touche aux données personnelles, c'est quelque chose d'extrêmement sensible. Et même dans les grands pays, c'est toujours l'objet les grands pays développés et démocratiques, c'est toujours l'objet de débats. Pour moi, ma seule crainte, c'est que demain, ces outils ne soient pas utilisés dans le combat politique. C'est vraiment ma réserve express que je voudrais formuler. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oh, vous savez, les données personnelles, si j'ai toutes vos données personnelles, je peux faire tout ce que je veux. Hein. Je peux vous faire ce que vous ne souhaitez pas faire parce que je dispose sur vous de données que vous ne souhaitiez pas que j'ai. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Oui, on parle de l'état civil, mais on peut aussi aborder la question de la carte nationale d'identité. Aujourd'hui, l'ONI a beaucoup de difficultés sur ce plan-là. Est-ce que vous avez une fois approché ces services, savoir véritablement ce qui se passe? En tant que parti politique ou en tant qu'individu? En tant que parti politique. Non. Parce que pourquoi? Aujourd'hui, ça aurait été quand même important Pour faire quoi? De savoir un peu pour mieux comprendre le fonctionnement. Si vous voulez faire des propositions demain pour améliorer les choses. Ils vous ont dit que c'est une affaire, ça a été une affaire de machine qui était en panne. Maintenant que la machine est revenue, l'édition des cartes nationales d'identité a repris. Bon, qu'est-ce que vous voulez que j'aille demander? Pourquoi ça avait été interrompu? Pourquoi? C'est quand même une question nationale. Hein. Il y a de la fraude. Il n'y a pas longtemps qu'un confrère a révélé tous ces réseaux de fraude. Oui. L'ONI est resté quand même un peu amorphe sur la question. Donc pour vous, j'aurais dû aller avec mon parti pour interroger l'ONI. Pourquoi est-ce que vous ne réagissez pas aux affirmations de... Non, mais vous savez, la fraude, elle existe dans beaucoup de secteurs en Côte d'Ivoire. Hein. Je ne sais pas si vous avez lu aussi comme moi dans la presse de cette semaine, quelqu'un qui s'est assis dans son cyber qui a édité près de 1000 certificats de nationalité. Bon, vous me direz l'ONI, mais bon, ça a été fait pour des gens pour leur permettre d'aller s'enrôler. Donc, c'est un phénomène que je dirais généralisé qu'il faut combattre. Et justement, on ne pourra réussir à mener ces combats que lorsque on donnera des signaux forts. Lorsque vous avez une responsabilité dans l'administration, que vous ne faites pas le travail pour lequel vous êtes payé, on doit prendre des sanctions. Et ça, il me semble qu'il n'y a pas meilleur signal que ça. Monsieur le Président, on va passer à un autre sujet. Il est de plus en plus question d'une loi sur les fake news en Côte d'Ivoire. C'est quoi les fake news? Ces fausses informations divulguées sur Internet, ces détournements d'infos et qui font tellement de mal, non seulement à l'information, mais également aux individus. Bon, moi, vous savez... Ce serait une bonne chose si ça arrivait quand même, non? Oui, c'est une bonne chose, mais après... Aujourd'hui, ce que deviennent les réseaux sociaux... Oui, après,
il faut se donner les moyens de pouvoir appliquer les lois dont nous nous dotons. Vous pensez que c'est utopique, cette démarche? Non, pas que c'est utopique, mais je veux dire, est-ce que nous aurons les moyens d'empêcher ces fake news? Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, je peux être assis sur moi, j'écris ce que je veux, je partage, je tag tous ceux avec lesquels je suis ami. Bon, qu'est-ce qu'on en fait? Oui, mais il faudra quand même au moins un arsenal juridique qui permette de... Non, je ne crois pas qu'il y ait, c'est toi, une question de déficit d'arsenal juridique. Le colportage de fausses nouvelles, c'est une infraction qui est punie par la loi ivoirienne. Un fake news, vous me dites que ce sont des fausses informations, mais vous les colportez, que ce soit par support papier ou par voie électronique, c'est un colportage, vous pouvez être poursuivi sur la base de la loi qui existe actuellement. Et donc pour moi, on a besoin de... En tout cas, pour moi, ce n'est pas une question urgente. Maintenant, si on me dit que cette loi permettra d'avoir les mécanismes qui permettent d'identifier plus rapidement les auteurs de ces colportages de fausses nouvelles, ok. Mais sinon, il existe déjà des moyens dans nos systèmes juridiques pour réprimer ça. Ok. Il y a également des questions sur la vie chère. Vous, en tant que citoyen, comment vous appréciez aujourd'hui le niveau de vie en Côte d'Ivoire? La vie est chère. Maintenant, la question c'est où est-ce qu'il faut agir? Pour nous, il faut agir à la base. C'est-à-dire? Vous savez, aujourd'hui, je prends un seul élément, le riz que nous consommons. Oui. La Côte d'Ivoire importe pour environ plus de 300 milliards en termes de valeur de riz par an en 2017. En tout cas, ce sont les chiffres de 2017. Et en termes de tonnage, cela représente 1 300 000 tonnes. Je dis bien, pas kilogrammes, hein, 1 300 000 tonnes de riz qui rentrent en Côte d'Ivoire chaque année. Mais vous et moi qui connaissons la Côte d'Ivoire, vous savez que sur toute la superficie de la Côte d'Ivoire, on peut faire du riz. Oui. Pourquoi on n'investit pas pour faire du riz en Côte d'Ivoire? Parce que la vie chère, c'est quoi? C'est la loi du marché. Et la loi du marché, celle qu'on a apprise, en tout cas, l'une des règles basiques de la loi du marché, c'est l'offre et l'échange. Mais si ce qui est offert est moins important, mais évidemment, le coût est plus élevé. Oui, mais on vous parlera également d'avantages comparatifs. Peut-être que... Non, mais justement, la Côte d'Ivoire... Mais justement, si on fait les investissements qu'il faut, il n'y a pas de raison que le riz qui est chinois soit moins cher que le riz qui est cultivé à 100 mètres de là où nous sommes. Ce n'est pas possible, simplement. Parce que la rizière qu'on va cultiver à côté, on ne la paye pas. Enfin, pour moi, toutes les terres appartiennent à l'État. Hein. Donc si l'État veut investir, il n'y a pas de l'argent spécialement à mettre en œuvre ou à décaisser pour acquérir les terres là qui permettent de valoriser les 342 622 km² de la Côte d'Ivoire. Donc pour moi, il y a véritablement un travail à faire à ce niveau. Et tant qu'on n'investit pas sur ces questions-là, mais ça deviendra toujours cher parce qu'on est lié à la qualité des saisons en Chine, au Vietnam et dans tous les pays asiatiques. Ok, Monsieur le Président, il y a peut-être le riz, mais il y a aussi les biens de consommation. Vous avez été douanier. Oui. Alors, je m'avais vous interroger sur cette affaire qui fait beaucoup de bruit, la limitation de l'âge des véhicules qui rentrent en Côte d'Ivoire, des véhicules d'occasion. Mais il n'y a pas de rapport avec ma qualité d'ancien douanier. Non, non, puisque c'est les services de douane et tout ça qui font quand même les prix à l'entrée, les taxes, je veux dire. L'État de Côte d'Ivoire avait limité l'âge des véhicules, mais ça fait beaucoup de bruit. Il y en a qui pensent que ce n'est pas ça la solution. Et vous, à l'UPC, est-ce que vous avez analysé cette question? Une clarification d'abord. Oui. La douane ne fait pas la taxe. La douane applique oui, la taxe. Oui. Qui a été décidé par le législateur national ou communautaire. Moi, c'est ce que je sais du rôle de la douane. Oui, mais vous avez été douanier, donc vous pouvez faire des propositions dans ce sens. C'est pour ça que je vous fais cette précision-là, pour nous permettre de mieux avancer dans le débat. Ouais. Maintenant, la question de la limitation de l'âge, ce n'est pas la première fois qu'un texte est pris pour limiter l'âge des véhicules. Vous savez qu'il y avait déjà un texte qui limitait à 10 ans l'âge des véhicules. Lorsque vous excédez les 10 ans,
vous payez une pénalité, je crois que ce sera de 200 000 francs par année supplémentaire par rapport à l'âge du véhicule. Aujourd'hui, le parc national, vous le connaissez, il est vieillissant. Mais pour nous, la proposition devrait se faire dans un autre sens. Autrement. Comment permettre de renouveler aux citoyens, de renouveler le parc automobile ivoirien? Moi, je pense que c'est plus ça, la solution que la mesure d'interdiction, parce que ce qui va se passer, c'est que les gens vont tricher. Ils vont envoyer des véhicules qui ont 10 ans, ils seront présentés comme des véhicules qui ont 2 ans. Tout à fait. Donc, après, vous avez pris une mesure, mais vous ne vous êtes pas donné encore une fois les moyens de vous assurer que cette mesure-là sera appliquée. Parce que, malheureusement, moi, c'est toujours ça notre préoccupation. Les mesures peuvent être bonnes, mais est-ce qu'on peut les appliquer comme il se doit, connaissant notre mentalité, connaissant l'environnement dans lequel on se complaît à évoluer? Ça, c'est une question que nous nous posons. Merci, monsieur le président. Merci. Alors, nous allons passer à la troisième et dernière partie de ce rendez-vous.